Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre un petit message dans le chat pour savoir si tout le monde nous entend et nous voit bien pour qu'on puisse démarrer? Bonjour Olivia. Hello, hello. Bonsoir. Cool, donc c'est bon, on va pouvoir démarrer. Alors, merci d'être là ce soir avec nous pour ce webinaire sur comment investir et sécuriser votre avenir. Parce que quand on est freelance et quand on est indépendant, on a fait le choix d'une certaine liberté, mais le statut d'indépendant il est aussi encore synonyme d'un peu de précarité. Ça ne protège pas autant que le salariat. Il y a certains avantages qu'on a avec le salariat, comme obtenir des crédits, etc., qui sont encore un peu compliqués quand on est indépendant. Du coup, c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui Fatih, Thomas et Sophie pour vous aider à investir votre argent, à sécuriser votre avenir, choisir un statut qui vous correspond et qui sera plus sécurisant pour vous. Je vais laisser rapidement vous présenter si vous voulez. Thomas, si tu veux commencer. C'est pas très galant ça. Du coup, moi, Thomas Perret, je suis le fondateur de Mon Petit Placement, qui est une plateforme pour justement aider à faire fructifier son épargne et ainsi pouvoir bien préparer son avenir. Fatih, vas-y. Ouais. Fatih, fondateur d'Achille, qui est une boîte qui délivre un service clé en main dans l'achat d'un logement neuf. Et on a une spécialité pour notamment les profils hors CDI sur la partie financement, donc les indépendants, les intérimaires, intermittents, etc. C'est un sujet qu'on connaît. Et du coup, Sophie. Hello tout le monde, moi c'est Sophie, je suis responsable marketing chez Embark et en fait on vous propose d'être à la fois indépendant, donc d'avoir la liberté d'un indépendant avec la sécurité d'un salarié via du portage salarial chez Embark. Voilà. Top. Et du coup, rapidement, moi, c'est Tiffany, je suis la responsable marketing de Thierry. La plupart, je pense que vous me connaissez déjà et vous connaissez Thierry, mais on est une communauté d'experts dans la tech et dans la transition digitale. Donc, Thierry, on est une plateforme qui met en relation les freelances et les entreprises. On vous permet de trouver des missions qui correspondent vraiment à votre profil et à vos envies. Et on va aussi vraiment vous accompagner et vous proposer une communauté, notamment avec des partenaires et des événements comme aujourd'hui. Donc, on va pouvoir démarrer. Je vais vous inviter à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Après, si vous avez des conseils ou des choses à raconter, ce sera plutôt dans l'onglet chat. Et on va pouvoir démarrer avec Thomas qui va nous expliquer un peu comment et pourquoi aussi faut investir son argent. À toi, Thomas. Merci beaucoup, Tiffany. Ouais, moi, j'insiste bien sur le fait que le plus ça sera interactif, le mieux ce sera. Donc, on a fait quelques slides pour avoir une trame, mais vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions autour de l'investissement, que vous soyez initié ou pas initié. Je suis là pour y répondre, que ce soit via le chat ou via l'onglet questions. Du coup, en intro, Tiffany l'a déjà dit, je ne vais pas vous apprendre le statut de freelance, mais on est tout à fait conscient qu'il y a une certaine liberté que nous, on n'a pas forcément en CDI, mais à côté, cette liberté peut avoir des aspects un peu plus négatifs, comme une irrégularité dans la source de revenus et plus de difficultés à prévoir son avenir financier, en termes notamment de gestion de son patrimoine. Du coup, une des raisons principales pourquoi moi je voulais être là ce soir et pourquoi on estime, et d'ailleurs c'est ce qu'on a un peu dans nos clients, c'est intéressant quand on est freelance de se lancer dans l'investissement, d'essayer de faire fructifier une partie de ses revenus et de son épargne. Déjà, c'est pour apporter un petit peu plus de stabilité financière pour son futur, mais c'est surtout un moyen de générer une nouvelle source de revenus et du coup de diversifier un petit peu son risque en matière de sources de revenus, parce que si vos sources de revenus sont variables, que l'investissement peut vous permettre tous les trimestres ou toutes les années d'avoir un petit peu de revenus, ça peut venir compléter ça, ce qui me semble intéressant. Donc concrètement, comment investir? Donc là, j'ai mis les 3 étapes assez importantes. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler la règle des 50-30-20, qui est assez classique. C'est, je crois, 50% pour tout ce qui est de l'ordre des besoins, des charges fixes, 30% pour ce qui est de l'ordre des dépenses plaisir et 20% pour l'épargne. Alors, sachez, pour info, en France, le taux d'épargne est de l'ordre de 15%. Mais du coup, cette règle, elle est là pour illustrer que
dans ses revenus, il faut bien laisser une partie pour préparer son avenir via de l'épargne ou de l'investissement. Première étape. Deuxième étape, c'est tout ce qui est autour de l'épargne de précaution. Donc, c'est quelle épargne disponible, souvent sur un livret, je dois avoir de côté, parce que il faut avoir un peu d'épargne de précaution en cas de coup dur ou en cas de plusieurs mois sans activité, mais ça ne sert à rien non plus d'avoir 15 000 euros qui dort en épargne de précaution, donc sur un livret, parce que cette épargne, vous pourriez la faire travailler. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est intéressant d'avoir max de l'ordre de 2 à 3 mois de salaire en épargne de précaution. Là aussi, ça dépend du salaire, hein, bien évidemment. Et de manière générale, je pense qu'au-dessus de 5 000 à 6 000 euros d'épargne de précaution, ça devient sous-optimisé, quoi. Donc voilà, en tout cas, les ordres de grandeur. Et ensuite, au-dessus de ça, au-dessus de cette épargne de précaution, on peut investir son argent, la faire fructifier. Donc, pour l'investir, il y a différents moyens. On peut l'investir en bourse, on peut l'investir dans de l'immobilier, ou on peut l'investir via un professionnel, via des plateformes. Donc, il y a Multiplacement, mais il y en a aussi un certain nombre d'autres qui permettent de se faire accompagner pour faire fructifier un petit peu son épargne. Je ne sais pas s'il y a des questions un petit peu sur cette étape, si toutes ces notions sont claires entre la règle des 50-30-20, l'épargne de précaution et investir le reste. Si tout est clair, je passe au slide suivant. Donc là, on a voulu lister rapidement les tips qui sont à bien avoir en tête avant de pouvoir se lancer. Alors juste, il y a une question de Walid qui dit « Salut Thomas, les mini-investissements, as-tu des noms, plus d'infos ?» Walid, je suis preneur pour que tu me reposes la question, parce que là, je sèche un tout petit peu. En attendant, je vais répondre à ce slide. Donc on a listé 5 tips, 5 éléments qui sont importants. Une fois que vous avez fait la démarche de dire je veux me lancer, je veux investir, faire fructifier une partie de l'argent qui dort sur mon livret. Donc on a le premier, c'est bien définir son profil d'investisseur. Donc ce qu'on entend par là, c'est il faut savoir quel risque je suis prêt à prendre avec ces investissements. Est-ce que je suis prêt à subir des fortes montagnes russes ou pas? Quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif, c'est de générer du chiffre d'affaires, du revenu de manière assez récurrente, ou c'est de préparer les études de mes enfants, ou c'est de préparer un achat immobilier dans 3-4 ans? Parce que l'horizon d'investissement va définir un petit peu les produits, les portefeuilles vers lesquels je peux aller. Mon horizon d'investissement, je vais en parler, mais c'est un élément qui est important. De quand est-ce que je vais avoir besoin de cet argent? Est-ce que c'est de l'argent que je n'ai pas besoin, donc j'ai un horizon très long, ou c'est de l'argent qui dort, donc je veux placer, mais je sais que dans un an, j'ai un achat immo. Du coup, c'est important. Donc, définir son profil d'investisseur, ça permettra de m'orienter vers quel type de produit vers lequel je souhaite aller. Je peux le faire soit via mon banquier, soit il y a pas mal de plateformes en ligne qui permettent de définir son profil d'investisseur. Une fois que j'ai investi, et après Laurent et Walid, je répondrai à vos questions juste après, il y a un certain nombre de tips qu'on donne. Le premier, c'est de maîtriser ses émotions. Quand on dit maîtriser ses émotions, c'est que lorsqu'on investit, donc lorsqu'on passe du statut d'épargnant à investisseur, mécaniquement, il faut que je sois prêt à accepter des fluctuations, des produits je peux mettre 1 000 euros, le lendemain, ça peut valoir 980 et ça va remonter. Et du coup, tout investisseur va avoir des émotions. Moi, je prends un exemple souvent, c'est de dire si j'ai super faim et je vais au supermarché faire mes courses, on sait tous qu'on va acheter un peu plus de junk food, des chips qu'on n'aurait pas acheté si on était allé après le déj et qu'on avait déjà mangé. Voilà. C'est parce que c'est nos émotions qui ont dicté nos achats. C'est exactement pareil en investissement. Lorsque j'ai peur ou lorsque je suis cupide et que je veux absolument gagner de l'argent, je vais faire des erreurs. Donc, un élément très important qui est plus facile à dire qu'à faire, c'est de bien gérer ses émotions. Et un moyen qu'on peut donner, c'est lorsque j'investis, de ne pas du tout regarder son investissement tous les jours, parce que c'est le meilleur moyen pour être pris par le stress. Donc, voilà. Moi, je dirais entre une fois par mois et une fois toutes les 2 semaines, c'est un bon moyen de suivre un petit peu l'évolution de son investissement sans être, tout en gérant ses émotions. Troisième élément important lorsqu'on investit, c'est de limiter son impact en rentrant en plusieurs fois. Nous, on a pas mal d'utilisateurs qui disent je veux démarrer avec 4 000, 5 000, 10 000 euros. Et nous, le premier conseil de base qu'on donne, c'est de dire si tu as un petit peu de temps devant toi, ça ne sert à rien de tout rentrer d'un coup. Nous, ce qu'on te préconise, c'est au lieu de mettre 4 000 euros d'un coup, plutôt démarrer peut-être avec 2 000 euros et ensuite mettre 200 euros par mois pendant une dizaine de mois. Ça permet de se prémunir contre le risque que le lendemain où j'investis, les marchés baissent. Parce que si je prends l'exemple concret, si je mets 4 000 euros
et que le lendemain, mes produits baissent et de 10%, bah, je vais avoir 3 600 € sur mon compte et je vais mettre du temps avant que ça revienne aux 4 000 €. Alors que si je mets 2 000 € et ensuite 200 € par mois pendant 10 mois, même si le lendemain où j'ai investi mes 2 000 €, ça perd 10%, je vais être à 1 800 €. Mais vu qu'après, je remets 200 € par mois pendant 10 mois, eh ben, je vais beaucoup plus rapidement réussir à remonter à zéro et limiter mes pertes. Voilà. Donc, c'est un bon moyen pour maîtriser ces risques. Et que si j'ai 5 ans devant moi, que je mette tout d'un coup ou que je mette tout lissé sur plusieurs mois, ça ne changera pas grand-chose, mais ça va me permettre de maîtriser mon risque. Troisième élément. Quatrième élément, diversifier ses investissements. Je suis sûr que c'est quelque chose qu'on vous a rabâché, mais c'est quelque chose qui est très important. Donc, dans la diversification, il y a deux choses. Il y a diversifier les types d'investissements. C'est-à-dire, dans mon patrimoine, il faut que j'ai bien sûr un peu d'immobilier, bien sûr un peu de bourse ou de marché financier. C'est intéressant d'avoir un petit peu de crowdfunding, donc ce qu'on appelle l'investissement non coté. Il y a des projets qui peuvent me tenir à cœur, donc vraiment des trucs très différents. Et à l'intérieur de chacun des investissements, je peux encore diversifier. Concrètement, si je prends la bourse ou les marchés financiers que nous, on maîtrise un petit peu mieux, je peux investir dans le secteur de la tech, dans le secteur du climat, plutôt aux US ou plutôt en Europe. Voilà, donc je peux encore diversifier à l'intérieur d'une typologie d'investissement. Et c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de, encore une fois, bien ventiler son risque. Dernier élément, bon là je suis un petit peu biaisé, hein, mais c'est nous on préconise de se faire accompagner. Ça permet de s'assurer que les décisions qu'on prenne soient rationnelles, même si on peut tout à fait être un boursicoteur entre guillemets, donc jouer avec 500 ou 1 000 € pour découvrir un peu l'univers de la bourse et marchés financiers ou des crypto-monnaies. En revanche, moi je préconise, c'est que pour gérer vraiment son patrimoine, une partie plus conséquente de son patrimoine, c'est bien de passer par un professionnel qui peut être une personne physique ou une plateforme pour justement m'aider à ne pas à pas prendre de mauvaises décisions. Voilà pour les tips. Alors, je vais remonter un petit peu les questions. Alors, Pierre, tu dis, on parle uniquement des investissements à titre perso. Alors, nous, déborder des investissements via les sociétés également. Alors, nous, pour info, chez Multiplacement, on fait que des personnes physiques à date. C'est une demande qu'on a souvent, les personnes morales. Mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore. Donc, je ne suis pas vraiment expert, même si je sais que tu peux investir la trésorerie de ton entreprise ou via une personne morale dans des actifs qui sont les mêmes que ce qu'on propose sur Multiplacement. Alors, Laurent nous disait qu'il recommande vivement les ETF. Effectivement, donc nous, on n'en propose pas non plus à date sur Multiplacement. En fait, quand on investit, il y a deux possibilités. Il y a soit ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Donc là, si on fait confiance à un gérant qui va prendre l'argent qu'on investit et l'investir pour nous. Nous, c'est la stratégie dans laquelle aujourd'hui on a décidé d'aller. Donc, c'est Rothschild, c'est Pictet, donc c'est des grands noms qui vont gérer votre argent. On fait confiance à ces experts. Et il y a une deuxième typologie de produits dans lesquels on peut investir lorsqu'on veut faire fructifier son épargne. C'est ce que Laurent dit à très juste titre, les ETF. En fait, les ETF, c'est des petits algos qui vont répliquer les indices. Donc, par exemple, je peux acheter via un ETF le CAC 40. Et du coup, quand le CAC 40 monte, eh ben, mon investissement va augmenter. Et quand le CAC 40 baisse, mon investissement va baisser. L'avantage des ETF, c'est qu'il y a très peu de frais. L'inconvénient, c'est que du coup, il y a un tout petit peu moins de stratégie et pour nous d'accompagnement pédagogique sur ces fonds. Voilà. Alors, Walid, tu dis sur les investissements qui ne dépassent pas 1 000 ou 2 000 €, juste pour donner un ordre de grandeur à tout le monde. Nous, l'investissement démarre à partir de 300 €. Si on met en place des versements mensuels ou 1 000 €, 1 000 € sinon. Donc, effectivement, tout ce que je vous ai évoqué maintenant, c'est accessible dès, une fois, des petits. Et le plus important, c'est de commencer tôt pour faire fructifier un petit peu son épargne. Bassem, tu dis pour un débutant dans le domaine de l'investissement, quels sont les tarifs pour un accompagnement? C'est une bonne question. Alors déjà, la base, c'est que tu ne dois pas avoir de frais pour ouvrir ton compte, pas avoir de frais pour verser de l'argent, pour retirer. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a différents types de modèles. Le modèle classique, ça va être que tu vas payer, si tu investis via un contrat d'assurance vie, de l'ordre de entre 0,7 et 0,9%. Nous, chez Multiplacement, on a un modèle un petit peu différent. C'est 0,5% de frais. Et ensuite, il y a une commission de performance en disant on aligne nos intérêts avec le tien. Donc, tu vois, tu as ces deux types de modèles qui existent. Alors, Michael, tu dis, est-ce la meilleure période pour investir en bourse? On serait proche d'un krach boursier. Alors, bon, déjà, c'est compliqué. Hein, personne n'a de boule de cristal.
Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a des valeurs qui sont pas mal fait taper dessus, notamment les valeurs de la tech. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Tesla a pas mal perdu enfin, toutes les valeurs de la tech américaine ont pas mal baissé déjà. Ils ont pris à peu près moins 10% sur le mois de février. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est difficile de dire à 3, 4, 5 mois parce qu'il y a encore pas mal d'instabilité financière, économique et bien sûr sanitaire. Néanmoins, on est plutôt optimiste sur le moyen terme parce qu'il y a eu pas mal de politiques de relance qui ont été mises en place et du coup, énormément de fonds qui ont été investis sur les marchés financiers. Et du coup, ça fait que le prix des marchés avant crise et après crise, enfin, le prix des marchés devrait être supérieur après crise qu'avant crise parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été injecté. Voilà. Alors, Tiffany, n'hésite pas à me dire si je suis un peu trop long. Je vais aller sur le dernier slide. Mais c'est bien de répondre aux questions. C'est que c'était une bonne question sur la période. Est-ce qu'il faut investir? Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Du coup, juste en conclusion sur ça, Michael, ce qu'on dit, c'est que c'est trop compliqué de timer le marché, donc de savoir si c'est le bon ou le mauvais moment. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est de commencer le plus tôt possible, en lissant un petit peu son entrée, comme je disais, donc en rentrant petit bout par petit bout, de manière régulière ou de manière ponctuelle, ce qui fait que tu profites du fait que sur le long terme, les marchés vont monter. Par contre, on est lucide sur le fait qu'on ne sait pas, donc peut-être que tu rentreras au moment où c'est un peu haut, mais vu que tu vas remettre des versements après chaque mois, tu rentreras à un point plus bas, et au final, tu seras rentré à une moyenne qui est intéressante. Donc c'est ça la réponse que je te donnerai un petit peu de Suisse. Et Corentin, pour répondre à ta question, avant de finir mon slide, c'est est-ce qu'il y a des vrais avantages à rembourser un prêt étudiant plus rapidement avec des plus grosses mensualités plutôt qu'investir cet argent? Moi, à titre perso, je ne suis pas très à l'aise. On a souvent la question de dire mais je pourrais prendre mon prêt étudiant, l'investir sur mon petit placement, vous promettez des rendements entre 4 et 13%. Du coup, c'est plus intéressant que le taux d'intérêt, donc plus d'intérêt. C'est compliqué de faire ça parce que si les marchés baissent beaucoup, tu vas avoir perdu un peu ton argent et tu devras rembourser ton prêt. Du coup, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable, quoi. Du coup, dernier slide, juste pour faire un tout petit peu de pub en tout cas sur ce qu'on fait, mon petit placement, même si n'hésitez pas à venir poser des questions sur le chat. Nous, on essaie de se mettre sur 2 piliers forts. Le premier, c'est proposer une solution qui se veut simple et adaptée un petit peu à différents besoins. Et le deuxième pilier de mon petit placement, c'est l'accompagnement. Du coup, chaque utilisateur qui va s'inscrire sans payer va recevoir une vidéo de conseils personnalisés en fonction de sa situation, où un des conseillers multiplacement va faire une petite vidéo s'enregistrer en disant pendant 5 minutes pourquoi il propose d'aller sur tel portefeuille qui fonctionne comme ça ou de le mixer avec notre portefeuille. Donc voilà les 2 piliers, simplicité et accompagnement personnalisé pour se lancer dans l'investissement grâce à multiplacement. Et alors je crois qu'il y a un petit code promo Cherry Webinar qui donne lieu à 30% de réduction à vie sur les commissions de performance prises par mon petit placement. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Ouais. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. Top. Merci Thomas. Et ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour que Thomas puisse vous répondre dans le chat, qu'on refasse un point à la fin sur les grandes questions qui peuvent intéresser tout le monde. Et ouais, on va laisser maintenant la place à Fatih pour faire un focus sur l'investissement immobilier. Je te laisse la parole, Fatih. Yes. Il y a les investissements financiers, il y a les investissements immobiliers, tout ça dans cette optique de rentabiliser son argent et de diversifier son patrimoine. Aujourd'hui, nous, on est plutôt spécialisé dans le neuf, mais tout ce que je vais dire là, je le préciserai si jamais ce n'est pas le cas, mais ça vaut aussi pour l'ancien. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter surtout quand j'ai envie d'investir, et notamment en immobilier, j'ai envie d'emprunter. En général, j'ai du cash, mais j'ai envie de bénéficier de l'effet de levier. Et pour partir sur la même page tous ensemble, il y a ce prérequis à savoir, quand on est micro-entrepreneur, la base pour toute banque, c'est 2 avis d'imposition qui reflètent cette activité. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous avez un avis où vous êtes en transition entre le salariat et la micro-entreprise, malheureusement, cet avis va compter pour du beurre. L'avis qui va compter, ça va être vraiment l'avis où vous êtes pleinement micro-entrepreneur et que vous avez pleinement été à temps plein dans cette activité-là. Et une fois que vous en avez 2, en fait, vous sortez de toute difficulté. Ça, c'est la première chose à savoir pour les micro-entrepreneurs.
La deuxième chose à savoir pour les micro-entrepreneurs, c'est que la base de revenus qui va être pris en compte pour votre capacité de financement, ce ne sera pas votre revenu déclaré, mais ce sera plutôt le revenu après abattement. Donc, vous bénéficiez tous, selon vos catégories, d'un abattement, 34% ou 50%, tout dépend de ce que vous faites. Et ce sera ce revenu-là, même si en réalité, vous avez touché dans votre poche le revenu que vous avez déclaré, la banque prendra le revenu après abattement. Donc, ça vous fait perdre un petit peu de capacité de financement par rapport à ça. Mais c'est le calcul de toutes les banques. Quand on est indépendant, mais autre que micro-entrepreneur, donc SASU, etc., ce sera les deux bilans qui feront foi. Alors, les avis d'imposition sont importants aussi, mais là, pour le coup, les bilans auront leur importance, à contrario des micro-entrepreneurs qui en ont pas vraiment. Ça, c'est le standard. Si vous avez deux bilans ou si vous avez deux avis d'imposition qui reflètent votre activité, vous êtes dans les clous et à partir de là, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés. Si vous êtes hors champ, j'ai envie de dire, il y a des tips que je vais vous dire prochainement, là, dans les prochaines slides, qui peuvent aider, mais ça va être vraiment au cas par cas. Mais donc ça, c'est la base. Le premier tips, c'est qu'il faut avoir en tête que toutes les banques font du prêt immobilier, du moins quasi toutes, mais elles sont loin de le faire de la même façon. Il y a ce qu'on appelle des banques nationales et des banques régionales. Et de ce fait, il y a des circuits de décision plus ou moins courts. Et donc, du coup, il faut bien penser à tester. Si vous passez par un courtier, il aura bien évidemment ce réflexe. Mais si vous faites ça en solo de votre côté, vous pouvez passer à côté d'une opportunité en étant allé voir que des banques nationales du style Société Générale, BNP, etc. et pas être allé voir, je sais pas, la Caisse d'épargne ou le Crédit Agricole qui sont, elles, pour le coup, plutôt des banques régionales. Donc, il faut bien aller voir tout type de banques, régionales et nationales. Et j'ai même envie de rajouter, que je n'ai pas mis sur la slide, qu'il faut aussi aller voir des banques qui ne travaillent pas avec des courtiers. Il faut savoir qu'il y a, par exemple, le CIC ou le Crédit Mutuel, qui sont des banques plutôt compétitives et qui travaillent pas forcément avec des courtiers et qui vont faire le job de vous financer si vous êtes indépendant. Donc, essayez d'aller voir voilà, une certaine diversité de banques pour mettre toutes les chances de votre côté sur ce sujet-là. Le deuxième tips, c'est que si vous êtes dans une banque, si vos comptes pro sont dans une banque, on va dire traditionnelle, vous avez sûrement un conseiller pro, peut-être qu'il vous connaît depuis un moment, il voit que votre activité elle tourne plutôt bien, votre CA rentre, voilà, il n'y a pas de sujet et ce sera votre plus grand l'allié le plus fervent, j'ai envie de dire, par rapport à votre demande de prêt immobilier, parce qu'il va pouvoir passer, en fait, faire la passe à son homologue sur la partie IMO particulier et il pourra vous aider à appuyer le dossier. Donc, n'hésitez pas à passer par le conseiller professionnel que vous avez ou le directeur d'agence, d'ailleurs, qui aussi, bien évidemment, de par sa position, peut appuyer votre demande. Le tips numéro 3, l'apport, ça aide quand même pas mal. Donc, nous, on a dit amener vos pièces d'or, mais l'idée, c'est vraiment que vous soyez indépendant ou pas, l'apport, ça peut débloquer des situations. Par exemple, je parlais des deux avis d'imposition quand vous êtes micro-entrepreneur. Si vous êtes tout juste, par exemple, vous n'avez qu'un avis d'imposition pour l'instant qui reflète votre activité, si vous amenez, je sais pas, 50 000 ou 100 000 euros, ça ne fait pas la même chose que quand vous arrivez juste avec 10 000. Ça peut vraiment, voilà, selon les interlocuteurs que vous allez avoir en face et le projet que vous allez avoir, ça peut inciter le conseiller bancaire à faire un geste et à voir comment il peut vous arranger. Il faut se dire les choses, c'est de la négociation. Il n'y a pas un texte de loi qui dit pour les indés, ce sera ça et rien d'autre.
Là, c'est vraiment de l'analyse de risque et selon votre situation, selon comment vous amenez les choses, ça peut, ça peut déboucher sur une entente et vous faire financer alors que vous répondiez pas forcément aux prérequis à la base. Bien évidemment, le type 4, c'est si vous avez un co-emprunteur en CDI, ça fait la diff, dans le sens où ça ne peut que aider. On sait que voilà, un CDI qui n'est pas en période d'essai, son revenu sera pris d'office et ça peut rassurer là aussi le banquier si vous vous lancez dans un projet. Enfin, le portage salarial, c'est vraiment une de nos bottes secrètes. Le portage salarial, à la base, c'est pas fait pour ça. Mais aujourd'hui, nous, on a des partenaires comme Embark qui font du portage pour les indépendants. Et c'est un vrai raccourci quand vous n'avez pas l'ancienneté qu'il faut d'aller vers le portage. Pour vous, ça ne vous change pas forcément grand-chose. Vous choisissez toujours vos missions, vous choisissez toujours le TGM que vous voulez facturer. Et derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une manip administrative que Sophie vous expliquera pour que vous ayez en fait un contrat en CDI ou en CDD d'ailleurs. Mais le mieux, ce sera le CDI pour cet exemple-là et des fiches de paie. Et c'est bête à dire, mais dans le système français dans lequel on vit aujourd'hui, dans le système bancaire dans lequel on vit aujourd'hui, quand vous avez des bulletins de paie, ça change tout en fait. Ça, surtout un CDI et des bulletins de paie, ça change tout. Donc, si vous pouvez faire cette manip-là, sachez que Achille sera tout à fait apte à vous aider. On l'a déjà fait pas mal de fois. Et si ça peut vous permettre de mettre le pied à l'étrier sur un investissement locatif ou sur l'achat de votre résidence principale, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc, voilà pour moi. Top. Merci Fatih. Du coup, on va revenir plus en détail sur le portage salarial avec Sophie. Mais avant, il y a des petites questions qui ont été posées dans le chat pour toi. Donc, quand on parle de temps plein, est-ce que c'est-à-dire quand on a atteint un chiffre d'affaires de 70 000 euros? Alors, non, quand je dis à temps plein, c'est que parfois, il y a des micro-entrepreneurs pour combler, on va dire, les creux d'activité, vont se mettre en intérim, vont prendre un CDD, des choses comme ça. Et le problème, si vous faites ça, en fait, c'est que le banquier ne verra pas comme crédible votre activité de micro-entrepreneur parce qu'il se dit il est obligé de boucher les trous, entre guillemets, avec d'autres activités. Et deux, le revenu que vous faites en intérim ou en intermittent ou en CDD ne sera pas pris en compte. Ce revenu-là est pris en compte quand vous avez au moins 2 ans d'ancienneté. Donc, quand je dis à temps plein, c'est le fait d'être pleinement micro-entrepreneur et d'essayer d'avoir un revenu qui vient uniquement de cette activité-là. C'est comme ça que vous allez crédibiliser votre activité, c'est en disant voilà, j'en vis pleinement et je fais que ça, quoi. Ok. Et Wade qui demande s'il y a des néobanques ou des banques totalement en ligne qui peuvent. Est-ce que les néobanques totalement en ligne, spécialisées pour les freelances, je pense que tu penses à Shine ou Conto par exemple. Ouais. Il y en a qui proposent des choses. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui va venir assez rapidement sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas une banque qui se dit spécialisée freelance. Conto, là, ils ont fait une dernière levée costaud pour aller chercher un agrément bancaire. Il ne serait pas étonnant que de par leurs origines, leur début d'activité, ils soient aptes à aller financer justement les freelances. Mais c'est pas aujourd'hui, j'ai pas de news privées de leur part. Je ne sais pas où ils en sont par rapport à ça, comment ils se placent. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de néobanque. Il y a, on va dire, ING, Boursorama qui font du prêt immobilier, mais il n'y a pas de banque spécialisée à proprement parler aujourd'hui. Pas encore, mais bon, on espère que ça va arriver. Ouais, c'est exact. Tac, tac, tac. C'est quoi le revenu à prendre en compte pour calculer sa capacité d'emprunt dans le cas d'une SASU? Quel est le revenu à prendre? Ça va être ce qui est déclaré sur l'avis d'imposition à l'IR.
Ça marche. Alexis. Et juste pour répondre à une remarque de Bassem, tu as tout à fait raison. Il y a, depuis le Covid, en fait, il y a pas mal de banques qui se sont un peu, on va dire, mis sur la défensive et qui repartent sur un schéma, on va dire, de 3 bilans minimum ou 3 ans d'ancienneté. Nous, on arrive à avoir des résultats sur 2, mais c'est vrai qu'il y a certaines banques qui sont reparties sur un credo de 3 ans, effectivement. Ok. Et Alexis qui demande, ce sera soit pour toi Fouati, soit pour toi Sophie. Donc Alexis, je fais du portage depuis peu pour faire un prêt immobilier, sinon je comprends toujours pas la logique entre un entrepreneur freelance et un entrepreneur porté au niveau des garanties de remboursement. Il y a, Alexis, il y a rien à comprendre, j'ai envie de dire. C'est complètement illogique. Tu as autant de risques de faire faillite face à la banque, j'ai envie de dire. C'est tout bonnement une facilité administrative. Comme je dis, c'est le CDI et les fiches de paie qui font la diff. Après, derrière, tu restes toujours un indépendant avec les mêmes risques de ne pas avoir de clients, les mêmes risques de ne pas être payé, etc. Quoique. Ça, je laisserai Sophie t'en dire plus peut-être sur les garanties de paiement, etc. Yes. Et le fait qu'une banque sache que c'est un CDI, un portage salarial, n'a pas d'impact. Je pense qu'on va pouvoir passer quand même à Sophie sur le portage salarial. Ouais, exactement. Ça répondra peut-être à 2-3 questions. Ouais. Alors. Donc, merci beaucoup Fouati, c'était une superbe transition. Donc, moi, je vais vous parler comment en portage salarial, vous pouvez vraiment faciliter votre emprunt immobilier. Je vais juste revenir, alors si la diapo veut bien passer. Attendez, j'arrive pas à passer la diapo. Donc, je vais revenir sur les inconvénients qu'on peut rencontrer en micro ou en SASU. Fati en a très bien parlé, je voudrais juste refaire une passe. Donc, déjà, il faut savoir que pour les institutions bancaires, c'est des statuts qui sont considérés comme extrêmement risqués. Donc, ça va quand même dépendre des secteurs d'activité, mais voilà, ça va dans la tête du banquier tout de suite allumer un signal d'alarme. Et vous allez vraiment devoir montrer patte blanche. Donc, à montrer que vous avez des revenus réguliers, que vous avez une bonne santé financière de votre structure et aussi une bonne santé financière pour vos comptes personnels. Donc, pas accumuler de crédits à la consommation, pas avoir de découverts récurrents, etc. Donc, comme Fati toujours l'a très bien montré, il y a quand même beaucoup de freins en fait à l'emprunt quand on est en micro ou en SASU. Et donc, nous, chez Embark, ce qu'on propose, c'est une solution qui va vous permettre de lever, en fait, tous ces freins. Et cette solution, c'est le portage salarial. Donc, on n'est pas du tout ici pour faire un cours magistral sur le portage salarial. Ça peut être un peu ennuyeux, c'est du droit social, c'est un peu complexe. Mais il faut quand même comprendre le fonctionnement. Le fonctionnement d'une société de portage, c'est qu'elle va facturer à votre place votre prestation tous les mois. Et qu'elle va transformer votre chiffre d'affaires en fiche de paie dans le cadre d'un CDI de portage. Donc, en fait, vous allez avoir 2 statuts. Vous allez avoir le statut officiel aux yeux de la loi, qui est votre statut de salarié. Donc, en fait, c'est pour ça aussi qu'au niveau des garanties, c'est beaucoup plus sécurisant, parce que le statut de salarié en France, c'est vraiment le statut optimal pour avoir... c'est très sécurisé, on vous fait confiance. Il va y avoir aussi un statut implicite qui va être votre statut d'indépendant. Donc, vous allez toujours choisir vos missions, fixer vos tarifs. Donc, vous restez indépendant, mais vous êtes salarié de notre structure. Donc, le portage salarial, en somme, c'est la liberté d'un indépendant et la sécurité d'un salarié. Si vous devez retenir 2 choses du portage, c'est déjà que la société de portage va s'occuper de toute la partie administrative pendant que vous allez vous concentrer en fait sur votre projet professionnel, donc trouver vos clients et faire vos missions. Le deuxième point, c'est que comme vous êtes salarié, vous allez vraiment pouvoir concrétiser vos projets et notamment d'investissement immobilier. Et je vais tout de suite vous détailler en quoi le statut facilite en fait l'accès à l'emprunt.
Déjà, vous avez un contrat de travail, donc plutôt un CDI si vous voulez faire un emprunt immobilier, c'est mieux qu'un CDD. Ça va être un CDI de portage. Donc, il y a une légère nuance que tous les banquiers ne connaissent pas, mais qui commencent à connaître de plus en plus. Voilà, vous êtes en CDI, ça lève vraiment l'aspect précarité qu'il peut y avoir dans l'esprit de l'institution bancaire. Ensuite, vous allez avoir des fiches de paie. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment important en portage, c'est que vous allez pouvoir demander à votre société de lisser vos revenus. Donc, avoir en fait votre chiffre d'affaires lissé sur plusieurs mois. Et ça va vous apporter en fait des revenus réguliers qui sont très sécurisants, à la fois dans la tête de votre banquier, mais aussi ça va être bien pour vous, parce que vous allez en fait toucher vos revenus régulièrement chaque mois. Donc, en fait, une fois que vous allez être en situation de rembourser vos mensualités, tout simplement, ça vous apporte quand même une vraie tranquillité d'esprit, puisque vous savez que voilà, tous les mois, vous avez le revenu qui tombe et que vous ne risquez pas de vous retrouver sans rien. Après, on peut aussi voir l'avantage de se lancer plus rapidement, puisque vous n'avez plus à présenter vos bilans positifs, 2 ans, d'avoir 3 ans d'existence, etc. Vous pouvez vous lancer vraiment plus rapidement grâce à vos feuilles de paie et à vos avis d'imposition. Le dernier point, et ça c'est plutôt un point pour vous, c'est que vous êtes inscrit au régime général. Ce qui signifie que, en fait, vous allez cotiser pour l'assurance maladie, pour l'assurance chômage, mais même pour la retraite. Donc, admettons que votre mission se termine plutôt que prévu, ou se termine tout simplement, vous êtes en intermission, vous ne retrouvez pas tout de suite de mission, eh bien, vous pouvez aller pointer à Pôle emploi et recevoir l'ARE. Donc, ça va vous apporter une continuité de revenus. Idem en cas d'accident du travail ou de maladie, si vous vous retrouvez en arrêt, tout simplement, vous allez recevoir les indemnités de l'assurance maladie. Pareil, ça vous assure une continuité de revenus. Et dernier cas, vous partez à la retraite lors de votre, durant le remboursement de votre emprunt. Bien pareil, comme vous aurez cotisé, vous allez recevoir la retraite au même titre qu'un salarié. Donc ça, c'est vraiment pour vous. En fait, ça va être l'idée de se dire, quoi qu'il arrive, j'ai quand même des revenus qui tombent. Et c'est quand même c'est très intéressant quand on a un gros emprunt à rembourser de savoir que voilà, il n'y aura pas d'interruption dans ces revenus. Donc ça, normalement, en général, tous ces points, autant pour vous que pour votre banquier, ça permet vraiment de débloquer des situations. Nous, on a vraiment l'habitude d'accompagner des indépendants. On a accompagné de nombreux projets immobiliers. On continue à le faire régulièrement. On a des gestionnaires de comptes qui sont vraiment spécialisés et qui sont experts de ces questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer pareil petit point pub à l'adresse mail qui s'affiche ou via le QR code. Vous allez tomber sur notre site qui est plutôt très joli et vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions. Donc là, c'était la fin du point portage salarial. Je ne sais pas s'il y a des questions, si vous voulez revenir sur d'autres points du webinaire. En tout cas, merci pour votre attention et d'être resté jusqu'au bout. Merci Sophie. Merci à le moment de l'occasion de poser, n'hésitez pas. Il y a un qui sont une personne qui veut faire un peu plus précisément, je peux vous inviter sur scène pour que vous expliquiez un peu plus précisément le cas. Donc, si vous voulez venir sur scène avec nous, demandez-moi. Il n'y a pas de souci. Venez sur scène. Ouais, on a une petite écho, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que certains ont des questions, que ce soit pour Thomas sur la partie investissement, pour Paty sur la partie plutôt immobilier, ou sur le portage salarial pour ceux-ci? C'est que c'était très clair. Apparemment. Est-ce que Alexis a une dernière question? Est-ce que Embark a le label zéro frais caché? Oui, on l'a depuis assez longtemps, on en est assez fiers et on est même parmi les premiers à l'avoir rejoint. On sait que ça c'est un de vos piliers Embark, c'est vraiment la transparence.
C'est l'éthique, la transparence et la bienveillance. Alors, le label zéro frais caché, sans entrer trop dans les détails et taper sur la concurrence, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de... Ah bah, Alexis, si c'est dommage, venez discuter, hein, il y a toujours moyen de changer de société de portage. Alors, en fait, ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que certains de nos concurrents ont pratiqué des marges arrière sur les bulletins des consultants en portage. Donc, en fait, ils annonçaient un prix et donc des frais de gestion. Et sur le bulletin de paie, il y avait des charges assez mystérieuses. Et en fait, on s'est rendu compte que ces charges, en fait, étaient une rémunération cachée de plusieurs sociétés de portage. Il y a une instruction qui est en cours. Il y a un procès qui va bientôt avoir lieu. Nous, on attend avec plutôt impatience les résultats de ce procès. Et c'est pour ça, en fait, que nous, on s'est aussi on a été créé dans cet environnement-là. Et c'est vraiment pour ça qu'on met l'accent sur l'éthique, la transparence, la bienveillance. C'est l'argent quand même du consultant, c'est l'argent de l'indépendant. Donc, on est obligé, en fait, d'être transparent et d'expliquer bien où va l'argent, en fait. C'est normal. Mm-hmm. J'ai juste envie d'ajouter un truc, si je peux, Tiffany. J'ai envie de rajouter que avec l'expérience qu'on a maintenant chez Achille, vraiment, il n'y a pas de… comment dire ? Si votre projet immobilier est une priorité pour vous, il y a toujours des solutions. Que ce soit au niveau de votre ancienneté, que ce soit au niveau de votre apport, que ce soit au niveau d'une question de période d'essai ou autre, il y a vraiment des solutions pour vous. Il ne faut pas s'arrêter au premier non. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile, mais par contre, il y a clairement, aujourd'hui en tant qu'indépendant, vous pouvez autant bénéficier de cette liberté qu'offre ce statut, qu'offrent ces statuts, et bénéficier aussi des investissements, du fait d'amorcer votre patrimoine immobilier ou financier en France. Il ne faut vraiment pas s'arrêter à ces réflexes de il me faut forcément 3 ans ou il faut forcément 10% d'apport. Ça, c'est des choses aujourd'hui que nous, chez Achille, on essaye de casser parce que l'idée, c'est bien évidemment que tout le monde puisse accéder au patrimoine au plus tôt. C'est ça l'idée aujourd'hui. Oui, ça paraît un petit peu compliqué, mais c'est pas impossible. Et il y a de plus en plus de boîtes qui sont là pour justement accompagner les indépendants et faire bouger les choses. Donc, ça va arriver. Thomas, je pense qu'il y a une petite question pour toi de Walid sur les systèmes existants liés à la garantie des investissements futurs. Et si tu as des sujets hors des systèmes existants que tu suis et qui sont encore tout nouveaux, par exemple la crypto-monnaie. Alors nous, on ne propose pas de crypto-monnaie. Comme vous l'avez compris, le positionnement anti-placement, c'est plutôt de permettre de mettre un pied à l'étrier sur les investisseurs qui ne sont pas forcément très initiés. Du coup, c'est plutôt de passer du livret A au marché financier. Je pense que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui vient encore après ou à un stade encore plus initié. Même si tout le monde peut il y en a qui passent du livret A à la crypto. Il y en a qui passent du livret A à la crypto et eux sont chauds. Mais nous, pour l'instant, Walid, donc on n'en propose pas justement parce que notre enjeu, c'est d'aller chercher tous ceux qui sont sur un livret et qui ne sont pas prêts à faire le gap livret crypto. Et du coup, j'ai pas énormément de tips, c'est-à-dire que c'est difficile dans les cryptos d'en donner. Et sur la partie garantie, alors je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais je vais répondre de manière générale. Nous, chez Multiplacement, nos portefeuilles ne sont pas ce qu'on appelle la capital garantie. Donc, il y aura des fluctuations, il y a un risque de perte en capital, même si les produits existent depuis une dizaine d'années. Donc, les performances historiques permettent de se rendre compte du risque que je peux subir. Mais en tout cas, pas de garantie qui est la contrepartie pour obtenir un petit peu de performance. J'espère que ça répond à ta question. Ok. Et Fatih, est-ce qu'avoir un garant, ça peut aider ? Ouais, j'étais en train de répondre par écrit, mais tu as été plus rapide que moi. Alors, c'est plus trop vraiment d'actualité. C'est vrai qu'il y a un moment où on avait cette possibilité d'avoir des garants comme ses parents, etc.
Aujourd'hui, moi, pour être honnête, par exemple, chez Achille, on ne fait jamais cette manip-là. On en a déjà discuté avec des partenaires bancaires ou des courtiers partenaires. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment, voilà, ça se fait plus. Ça se fait plus trop. Il y a plusieurs façons d'être toujours assisté ou aidé par ses parents, mais ça passera pas par ce système de garant. Ce sera plutôt une donation, ce sera un apport, ce sera de se mettre en indivision, en SCI. Mais le système de garant, qui pour le coup est quand même, pour moi, qui fait sens, j'aimerais le revoir sur la table. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qu'on voit passer. Ok. Contrairement à la location où là, souvent, ils demandent des garants. Exact, carrément, ouais. Et moi, je trouve que ça fait sens. C'est une sécurité en plus, quoi. Exactement, exactement. Thomas, Alexis qui demande mon petit placement VS assurance vie. Très bonne question, Alexis. Réponse facile, derrière mon petit placement, c'est un contrat assurance vie. Donc, grosso modo, nous, on est là pour t'accompagner, te sélectionner les fonds qu'on va mettre dans un contrat assurance vie. Nous, on n'est qu'un intermédiaire. Et quand tu vas ouvrir un compte multiplacement, derrière, en fait, ça sera un contrat assurance vie que tu auras ouvert. Donc voilà. Okay. Et après, Ismaël qui aime bien les ETF, je suis d'accord sur le fait que le MSCI World a été assez performant. Juste pour répondre à tout point, Ismaël, nous, ce qu'on pense chez Multiplacement, c'est que si tu arrives à sélectionner quelques bons fonds, ils peuvent surperformer les ETF. Et Alexis, quel est le taux moyen? Alors, on a 4 portefeuilles. Un portefeuille qui vise 2-3% annualisé, qui s'appelle volontaire. Un portefeuille énergique qui vise 5-6% annualisé. Un portefeuille 3/4 ambitieux qui vise 8-10% annualisé. Et un trépide qui vise 12-13% annualisé. Voilà, Alexis. Ça marche. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment de toutes les poser. Après, je pense que vous pouvez limite mettre vos contacts dans le chat. Certains veulent revenir sur des questions un peu précises sur leur cas pour avoir de l'aide et plus d'infos. Ouais, c'est le moment pour les dernières questions. Michael, pour définir son taux d'endettement dans le cadre d'un investissement locatif, plutôt que d'ajouter les revenus locatifs à l'ensemble des revenus, est-ce que c'est possible de déduire les charges? Yes. Alors, il y a les deux calculs, Michael, qui sont possibles. Le calcul en différentiel qui se fait de moins en moins. Faut être honnête, il y a quelques banques qui le pratiquent. Et je dirais même, on pourrait même peut-être pas parler de banque, mais de quelques enseignes. C'est pas toutes les enseignes d'une même banque qui vont pratiquer encore ce type de calcul. C'est propre aux conseillers, hein. C'est propre à la directive du directeur d'agence, du conseiller particulier, d'évaluer, d'assesser comment il va évaluer le risque d'un financement. Et donc, les deux sont possibles, Michael. Maintenant, il faut trouver les banques qui pratiquent ce différentiel, ce calcul en différentiel, si toi, pour ton cas, ça te favorise grandement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte? Non, vous avez été trop clair. Okay. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir terminer là-dessus. N'hésitez pas à revenir vers Thomas, Fatih et Sophie si vous avez des questions précises sur votre cas. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous aura aidé pour investir, pour peut-être passer au portage salarial avec Embark et savoir un peu mieux comment obtenir un prêt immobilier. Ouais, il faut savoir que nous, chez Achille, donc comme je disais au début, on est spécialisé dans le neuf, mais pour tous les indépendants, ou je dirais pour tous les profils hors CDI, même si vous avez un projet dans l'ancien, ça restera toujours vrai.
On est ravis de recevoir vos demandes et de vous aider sur les sujets de financement. Normalement, on met la priorité sur les projets, bien évidemment, qui traitent du neuf, mais sur cette thématique-là, on reste tout à fait disponible. Alors, il y a juste une dernière question que je viens de voir. Ah oui, Dans la question, peut-on avoir plusieurs assurances vie? Good catch. On peut tout à fait avoir. Putain, j'ai pas eu le petit truc rouge. On peut tout avoir plusieurs contrats, avoir plusieurs contrats assurance vie, Lucas. On ne peut pas cumuler les PEA, les plans épargne action, mais on peut avoir autant de contrats assurance vie qu'on le souhaite. ok. Parfait. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas. Bah ouais, merci à vous trois. C'était top de vous avoir ce soir. Merci à vous tous d'avoir participé. Et puis ouais, j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Et puis on se retrouve pour les prochains webinaires. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Et ouais, juste le webinaire, il sera disponible en replay si vous voulez revenir dessus et le partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Bah voilà. En plus, je vois qu'on a fait des connexions dans le chat. Top. En tout cas, merci beaucoup encore et bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir.